Mon fiancé m'a abandonné juste avant notre mariage, me laissant brisé et désespéré. Sans autre issue, je suis devenue infirmière résidente auprès d'un milliardaire paralysé. Mais dès la première nuit, je suis resté pétrifié par ce que j'ai découvert. Je suis arrivé à la maison de la mère de William pour ce que je pensais être des discussions sur les arrangements des sièges du mariage. Mais Victoria Peton a répondu à la porte, portant le collier de perles de ma grand-mère, celui que William avait dit avoir disparu le mois dernier. Derrière elle, j'ai pu voir mes invitations de mariage étalées sur la table basse, un stylo rouge barrant mon nom et écrivant le sien au-dessus. Linda, a-t-elle dit avec un sourire de requin. William pensait qu'il serait plus facile si je vous expliquais la situation. Le collier de perles avait été mon seul héritage, la seule chose de valeur que ma grand-mère m'ait laissée avant que le cancer ne l'emporte quand j'avais 12 ans. William connaissait son histoire. Il m'avait tenu pendant que je pleurais de l'avoir perdu. Il m'avait même aidé à porter plainte pour le prétendu vol. Maintenant, il reposait contre la clavicule de Victoria Peton comme s'il y avait toujours appartenu, capturant la lumière du lustre en cristal dans le hall de sa mère. Où est William? Ma voix est sortie plus stable que mes mains, que je gardais pressées contre mon sac à main pour cacher leur tremblement. Il est à l'étage avec Mère Hamilton en train de réviser l'accord prénuptial. Eh bien, notre accord prénuptial. Victoria s'est écartée, me faisant signe d'entrer comme si elle était déjà la dame de toutes les maisons connectées à la famille de William. Entrez. Nous avons tant à discuter. Le salon que j'avais aidé à décorer pour le Noël dernier contenait encore les coussins que j'avais choisis, mais tout le reste avait basculé en territoire ennemi. La mère de William, Eleanor, était assise dans son fauteuil à oreilles, sirotant du thé de l'ensemble de porcelaine qu'elle jugeait trop précieux pour que je l'utilise. À côté d'elle était assis Marcus Peton lui-même, le titan pharmaceutique dont les dons maintenaient opérationnelles la moitié des installations médicales de la ville. Linda, a dit Eleanor sans se lever, sans même le prétexte de chaleur qu'elle avait à peine maintenu pendant notre relation de 4 ans. C'est pour le mieux. Vous devez le voir. 3 semaines. Nous étions à 3 semaines du mariage que j'avais passé 1 an à planifier, et il s'était rassemblé comme un tribunal pour m'informer de mon remplacement. Les invitations de mariage que j'avais adressées à la main parce qu'Eleanor insistait sur le fait que cela montrait une bonne éducation étaient étalées sur la table basse. Victoria avait déjà barré Linda Marie Carter et écrit Victoria et Peton à l'encre rouge sang au-dessus. William et moi avons travaillé en étroite collaboration sur l'initiative Peton Medical Technology, a expliqué Victoria, s'installant sur le canapé où j'avais passé d'innombrables dîners du dimanche à essayer de gagner l'approbation d'Eleanor. Notre partenariat a évolué naturellement. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent, j'ai répété, ma voix finissant par craquer. Nous vivons ensemble. Nous avons une salle réservée. Nous avons une vie. Avons-nous? La voix de William a corrigé depuis l'escalier. Il est descendu lentement, portant un dossier en manille que j'ai reconnu comme étant du même type qu'il utilisait pour les papiers de sortie du patient. Même maintenant, 3 semaines avant notre mariage, il portait le costume Tom Ford que je lui avais acheté pour sa promotion au poste de médecin réside. Il ressemblait exactement à l'homme dont j'étais tombée amoureuse, à l'exception de ses yeux. Ceux-ci étaient devenus froids d'une manière que je n'avais jamais vue, même quand il avait perdu patience. Tout a été arrangé, a-t-il dit, posant le dossier sur la table basse à côté de nos invitations dégradées. Le bail de l'appartement me sera transféré la semaine prochaine. Vos affaires seront emballées professionnellement et placées en stockage. La salle de mariage a été informée, bien que nous gardions la date à des fins différentes. Des fins différentes. Ils gardaient notre date de mariage pour leur mariage. La réalisation m'a frappé avec une telle force que j'ai dû m'agripper au chambranle de la porte pour rester debout. La bague, a ajouté Eleanor, désignant ma main gauche où le diamant ancestral de la grand-mère de William attrapait la lumière de l'après-midi. Elle doit rester dans la famille. Mes doigts ont bougé pour la protéger instinctivement. Ce symbole que j'avais porté pendant 18 mois, mais William tendait déjà sa main avec la patience de quelqu'un qui savait qu'il avait déjà gagné. Linda, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, a-t-il dit, utilisant le même ton qu'il employait avec les patients difficiles. La relation a suivi son cours. Victoria et moi partageons des objectifs professionnels, des liens familiaux et une vision de l'avenir qui s'alignent plus naturellement. Quand le mot s'est échappé avant que je ne puisse l'arrêter, quand avez-vous décidé cela? Victoria a ri, un son tintant comme des verres à champagne brisés. Oh, ma chère, ces choses ne sont pas vraiment décidées.
elles deviennent juste claires. Si tu dois savoir, William et moi travaillons ensemble depuis environ 2 mois sur le projet d'interface neuronale. 2 mois. J'ai repensé à toutes les nuits tardives que William prétendait être des chirurgies d'urgence. Les conférences du week-end qui nécessitaient soudainement sa présence. Les frais mystérieux sur notre carte de crédit commune pour des restaurants où je n'étais jamais allé. Les signes étaient là, écrits dans un langage de trahison que j'avais été trop confiante pour lire. Vos routines matinales étaient toujours si prévisibles, a dit William, son évaluation clinique de notre vie commune coupant plus profondément que n'importe quel scalpel. 5h30 du matin. Réveil. Petit déjeuner à 6h. La même rotation de repas. Les mêmes conversations sur la politique hospitalière. Le même tout. J'ai retiré la bague avec des mains qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait se tenir dans cette pièce pleine de gens qui avaient planifié mon humiliation sans crier. Le diamant a fait un petit clic lorsque je l'ai posé sur la table d'appoint d'Eleanor à côté de sa tasse de thé qui coûtait plus que mon salaire mensuel. La clé de l'unité de stockage sera livrée par messagerie à l'adresse de Dorothy Martinez, a continué William, consultant son téléphone comme si j'étais un article de sa liste de choses à faire à cocher. J'ai supposé que vous iriez là-bas. Vous le faites toujours quand les choses deviennent difficiles. Dorothy, ma mère d'accueil, la seule vraie famille que j'avais, réduite à un refuge prévisible dans les calculs de William. Il avait cartographié ma destruction jusqu'à l'endroit où je courais pour trouver du réconfort. Y a-t-il autre chose? J'ai demandé, me surprenant par la stabilité de ma voix. Marcus Peton s'est levé, ajustant la veste de son costume italien. Il y a la question de la discrétion. La communauté médicale est petite, et nous préférerions que cette transition se fasse sans drame inutile. Une rupture nette profite à tous, surtout à la réputation de votre fille. J'ai dit, en regardant directement Victoria. Prendre le fiancé d'une autre femme 3 semaines avant le mariage pourrait soulever des questions sur son caractère. Le sourire de requin de Victoria s'est élargi. Oh, Linda, personne ne prend personne. Les gens finissent simplement là où ils appartiennent. William appartient maintenant à un cercle différent. Sûrement même vous pouvez comprendre cela. La cruauté de cela était si précise, si chirurgicale. Ils ne s'étaient pas rassemblés seulement pour mettre fin à ma relation, mais pour s'assurer que je comprenne ma place, ou plutôt mon absence de place, dans leur monde. Le collier de perles au cou de Victoria semblait pulser du chagrin de ma grand-mère. Une autre génération de rêves étranglés par ceux qui pouvaient se permettre de les voler. L'horaire de l'hôpital a été ajusté, a ajouté William. Jamais du genre à laisser la logistique non traitée. Vous ne ferez plus mes quarts de chirurgie. Le docteur Harrison a accepté de vous réaffecter à la rotation de nuit en pédiatrie. Moins de chances de rencontres gênantes. Ils avaient pensé à tout. Ma maison, mon emploi du temps de travail, ma dignité, tous soigneusement excisés de la vie de William comme des tissus malades. Je me tenais dans le salon d'Eleanor Hamilton, entouré de personnes qui avaient orchestré mon départ avec la même attention aux détails que j'avais porté à la planification du mariage qui allait maintenant montrer la victoire de Victoria. Si c'est tout, ai-je dit, me tournant vers la porte avec ce qui restait de ma colonne vertébrale intacte. Encore une chose, a appelé Victoria, caressant les perles de ma grand-mère avec une lenteur délibérée. Elles sont vraiment exquises. William a si bon goût. La porte s'est fermée derrière moi avec un doux clic qui a sonné comme la fin de tout ce que j'avais pensé être ma vie. 3 semaines avant mon mariage, je me tenais sur le porche d'Eleanor Hamilton sans bague, sans maison, sans fiancé, et sans savoir que cette exécution publique était en fait ma libération. Le trajet depuis la maison d'Eleanor Hamilton a défilé devant mon pare-brise tandis que mes mains agrippaient le volant assez fort pour laisser des marques. 20 minutes pour atteindre l'appartement que William et moi partagions depuis 2 ans. 20 minutes pour réaliser que toute ma vie avait été chirurgicalement retirée pendant que je respirais encore. Le garage de stationnement a clignoté sous les lumières fluorescentes alors que je me garais à ma place désignée, juste à côté de la place vide de William où sa BMW était habituellement garée. Bien sûr, il n'était pas à la maison. Il était probablement à l'appartement de Victoria, trinquant à mon éviction efficace avec du champagne qui coûtait plus cher que le paiement de mon prêt étudiant mensuel. La porte de l'appartement s'est ouverte sur l'obscurité et l'odeur de cologne de William qui flottait dans l'air comme un fantôme. J'ai allumé l'interrupteur pour le trouver debout près des fenêtres du sol au plafond que nous avions choisi ensemble, toujours vêtu de son uniforme du quart de matin. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré,
s'est juste tenu là à regarder les lumières de la ville comme si elles contenaient les réponses à des questions qu'il n'avait pas pris la peine de poser. Nous devons parler, a-t-il dit à la fenêtre. Et ces 4 mots ont fait fléchir mes genoux, même si je savais déjà ce qui allait arriver. La scène chez sa mère était l'acte 1. C'était le final. Je pense que votre mère et Victoria ont couvert assez Torogli. Je me suis débrouillé, posant mon sac à main sur la console où notre photo de fiançailles était encore dans son cadre en argent. William s'est finalement retourné et son visage portait la même expression détachée qu'il arborait lorsqu'il délivrait des diagnostics terminaux. Aucune émotion, juste des faits cliniques. Il n'aurait pas dû faire ça. Je voulais m'en charger moi-même. Comme c'est prévenant. Le sarcasme ressemblait à une armure, mince mais nécessaire. Il a fouillé dans son sac d'ordinateur portable et en a sorti une enveloppe en manille épaisse de documents. Tout ce qui concernait William nécessitait de la documentation, des preuves, des pistes de papier qui prouvaient son efficacité. Je me suis occupé de toute la logistique. Le bail me sera transféré exclusivement la semaine prochaine. Votre nom a été retiré des comptes conjoints depuis ce matin. La salle de mariage a été annulée il y a 48 heures, ainsi que le photographe et le traiteur. 48 heures ago. Pendant que j'adressais des save the date dans mon écriture soignée, pratiquant ma nouvelle signature. Linda Hamilton, il effaçait déjà notre avenir avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour exciser les tumeurs. La société de déménagement arrive demain à midi, a-t-il continué, faisant glisser l'enveloppe sur notre table à manger où nous avions organisé des dîners, où je l'avais aidé à étudier pour ses examens, où nous avions planifié notre vie ensemble autour de plats à emporter et de vin. Tout sera emballé professionnellement et placé dans une unité de stockage. Le premier mois est payé. Comme c'est généreux. Ma voix semblait creuse, comme si elle venait d'un endroit extérieur à mon corps. Victoria et moi partageons quelque chose que vous et moi n'avons jamais pu, a-t-il dit, et pour la première fois, une émotion a filtré dans sa voix. Pas du regret ni de la tristesse, mais de l'excitation. Les connexions de son père vont accélérer ma carrière d'une manière qui prendrait des décennies autrement. Le poste de chef de département est pratiquement garanti d'ici 35 ans. L'initiative Peloton Médical Technologie révolutionnera la chirurgie de la colonne vertébrale. C'est plus grand que les sentiments personnels. Notre mariage est dans 3 semaines. J'ai dit les mots, automatiquement, inutilement. Il a été corrigé et cette date servira à un autre but maintenant. La salle était trop bonne pour être gaspillée. La cruauté de son efficacité m'a coupé le souffle. Il a transféré notre mariage à Victoria comme une réservation de dîner, échangeant les mariés avec l'indifférence désinvolte de changer un horaire de chirurgie. J'ai besoin de la bague en retour, a-t-il dit, désignant mon doigt nu. Vous l'avez déjà donnée à votre mère. Celle que vous portiez. Le réglage original de grand-mère. J'avais changé de bague après la réunion chez sa mère, mettant le réglage ancestral original que j'avais porté avant qu'Eleanor n'insiste pour le moderniser. Mon dernier acte de défi, gardant cette seule pièce de notre histoire. Mais William me connaissait trop bien, anticipait même mes petites rébellions. Mes doigts ont tâtonné avec la bande de platine, tremblant tellement que je l'ai laissé tomber. La bague a heurté le comptoir en granit avec un son comme un marteau prononçant une sentence. Je l'ai placée soigneusement à côté de l'enveloppe, luttant contre l'envie de la lui lancer à la tête. Merci pour votre clarté, ai-je dit, les mots écorchant ma gorge jusqu'au sang. William a rangé la bague d'un geste automatique comme il le faisait pour son téléphone, la considérant déjà comme insignifiante. Il a réellement vérifié sa montre ensuite, comme si je le faisais être en retard pour quelque chose de plus important. J'ai des rondes de nuit, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Je vous suggère de faire vos bagages efficacement. Les déménageurs n'attendront pas si vous n'êtes pas prête. La porte s'est fermée avec un doux clic qui a résonné dans l'appartement. Notre appartement. Mon appartement pour encore exactement 6 jours. Je suis resté figé dans le salon pendant des minutes ou des heures. Le temps avait perdu son sens. Puis, mécaniquement, j'ai marché jusqu'à notre chambre et j'ai commencé l'archéologie de la trahison. Chaque tiroir que j'ouvrais révélait une autre couche de tromperie. Des reçus de restaurants de Marquesies où nous avions prévu de tenir notre dîner de répétition. Sauf que ceci était daté il y a des semaines avec des frais pour 2. Un stylo Parker de Peloton Pharmaceuticals rangé dans son tiroir à chaussettes. La carte de visite de Victoria dans son journal médical. Les coins doudus à la manipulation. La garde-robe contenait ma robe de mariée comme une accusation.
soit ivoire Vera Wang. Une petite fortune que j'avais justifiée parce qu'on ne se marie qu'une fois. L'étiquette toujours attachée. Le reçu à mon nom seul parce que William avait insisté pour que j'aie la robe que je voulais. Maintenant, j'ai compris qu'il s'assurait que la dette me suivrait, pas lui. J'ai tiré des valises de l'étagère du haut et j'ai commencé à plier ma vie en compartiments. Chaque objet contenait des éclats de mémoire. La robe bleue que j'avais portée pour sa cérémonie de sarrau blanc. Le pyjama en polaire qu'il m'avait acheté pendant mon premier hiver dans l'appartement quand je me plaignais du froid. La boîte à bijoux qui contenait les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes à Noël dernier, prétendant qu'elles étaient neuves quand je les reconnaissais maintenant comme des pièces que Victoria avait probablement jetées. Près de la porte, j'ai trouvé des boîtes que la mère de William avait préétiquetées de sa belle écriture. Articles de cuisine Linda, documents personnels Linda, divers Linda. Elle avait préparé mon départ il y a des semaines, peut-être des mois. Chaque boîte étiquetée comme des preuves en stockage, réduisant 4 ans à des articles catégoriques qui pouvaient être retirés efficacement. À 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour faire face à la réalité financière. Le compte courant affichait 24 783 $. Les dépôts de mariage, la salle, le photographe, les fleurs, le traiteur totalisaient 15 000 $, tous non remboursables selon les contrats que William m'avait encouragé à signer rapidement pour sécuriser nos dates. Mes cartes de crédit étaient à découvert à cause des cadeaux de demoiselles d'honneur. La fête de fiançailles que j'avais organisée, les vols pour la lune de miel que j'avais réservés en surprise. Mon précédent appartement avait été loué il y a 6 semaines quand je n'avais pas renouvelé le bail. William avait dit qu'il était stupide de payer pour un endroit que je n'utilisais jamais. Chaque décision financière avait été chorégraphiée pour me laisser avec rien lorsqu'il ferait sa sortie. Je me suis assise par terre dans le hall de notre immeuble à 3 heures du matin, entouré de boîtes étiquetées à mon nom comme des preuves d'un crime. Je faisais défiler les annonces d'appartements qui auraient pu aussi bien être écrites dans une langue étrangère. Studio premier et dernier mois requis. Vérification de crédit obligatoire. Chaque annonce une porte claquée au nez avant même que je puisse frapper. L'écran de mon téléphone s'est brouillé à travers des larmes que je refusais de laisser couler. Et puis le nom de Dorothy Martinez est apparu dans mes appels récents. La dernière personne à qui j'avais parlé avant que mon monde n'implose. Mon pouce a plané sur son numéro pendant une bonne minute avant que la honte ne cède à la désespérance. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix claire malgré l'heure. Linda, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Le sanglot qui s'est échappé m'a tout dit. Puis-je venir chez vous? Je mets déjà la bouilloire en marche. La maison de Dorothy se trouvait dans une rue calme bordée de chênes, le genre de quartier où les gens connaissaient encore les noms des uns et des autres. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper, portant la même chemise de nuit en flanelle qu'elle portait la nuit où elle m'a d'abord recueilli comme enfant adopté il y a 15 ans. Sans un mot, elle m'a aidé à porter les boîtes dans sa chambre d'amis, celle avec le papier peint Arca de Noé qui avait été témoin d'un défilé d'enfants brisés avant moi. La pièce sentait les sachets de lavande et les vieux livres, exactement comme je m'en souvenais. Une nouvelle courte pointe était pliée sur le lit jumeau, l'étiquette de prix retirée à la hâte, mais les coins encore visibles. Sur la table de chevet se trouvait un cadre avec une photo de ma remise de diplôme en soins infirmiers. Dorothy rayonnante à mes côtés dans ma toque et ma robe. Elle avait pensé à faire de la place pour moi avant même que je sache que j'en aurais besoin. D'abord le thé. Explication plus tard, a-t-elle dit, me menant à sa cuisine où des casseroles en cuivre pendaient des crochets et des herbes poussaient dans des bocaux en verre sur le rebord de la fenêtre. Elle a sorti la tasse bleue ébréchée qu'elle me réservait quand j'avais 13 ans. Celle avec une fine fissure qui ne fuyait jamais. La tisane à la camomille avait le goût de la sécurité, comme toutes les nuits où elle était restée avec moi à travers les cauchemars de l'aide sociale et les peines de cœur d'adolescente. William m'a quitté pour Victoria peut-on, ai-je dit, les mots tombant comme des pierres dans l'eau calme. Le mariage est annulé. Je n'ai nulle part où aller. Dorothy n'a ni halté ni offert de platitude. Elle a simplement ouvert ses bras et je me suis effondré dans eux, sanglotant dans sa chemise de nuit pendant qu'elle me berçait avec le confort habituel de quelqu'un qui avait élevé des dizaines d'enfants qui n'étaient pas les siens mais qui l'étaient quand même. Son réfrigérateur, j'ai remarqué à travers mes larmes, contenait ma marque préférée de yaourt aux fraises. La salle de bain avait une nouvelle brosse à dents violettes, ma couleur préférée. Elle se préparait à mon retour comme une prophétie qu'elle espérait ne pas voir se réaliser. Reste aussi longtemps que tu veux, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. C'est ta maison. Ça l'a toujours été. Pendant 3 jours, j'ai existé dans un cocon de deuil,
quittant à peine la chambre d'amis sauf pour les repas que Dorothy insistait pour que je mange. Elle ne me poussait pas à donner de détails, ne me donnait pas de conseils, elle m'apportait simplement de la soupe et restait assise en silence pendant que je regardais les offres d'emploi sur mon ordinateur portable. Mes économies ne couvriraient pas une caution nulle part. L'hôpital avait déjà ajusté mon horaire à la demande de William, me reléguant au quart de nuit en pédiatrie, où nous ne nous croiserions jamais. Le troisième soir, Dorothy a frappé doucement et est entrée en portant du thé dans un dossier. Ma cousine Marjorie a appelé de l'agence de placement Hartman. Il y a un poste ouvert depuis des mois. C'est inhabituel. Elle a posé le dossier sur mon lit et le chiffre du package de rémunération m'a fait cligner des yeux 2 fois. 15 000 $ par mois plus hébergement, repas et avantages. Plus du triple de mon salaire d'hôpital. Quel est le piège? J'ai demandé parce qu'il y avait toujours un piège. Le patient est Nathaniel Blackwood. L'expression de Dorothy est devenue prudente. Le milliardaire de la tech qui a eu cet accident de ski il y a 8 mois. Il est paralysé et il est difficile. 4 infirmières ont démissionné en 2 mois. L'une n'a duré que 3 jours. J'ai reconnu le nom dans les gros titres des affaires que William lisait à voix haute au petit déjeuner. Nathaniel Blackwood, le prodige qui avait construit un empire de technologie médicale avant ses 35 ans. Le même âge que William prévoyait de devenir chef de département avec l'aide des petons. Ils disent qu'il est impossible, a continué Dorothy. Potentiellement violent dans sa frustration. Complètement isolé dans son manoir à Westfield Heights. Mais Linda, l'argent te mettrait à l'abri pour la vie. 6 mois là-bas et tu pourrais tout recommencer n'importe où. Fuir, c'était ça. Mais rester signifiait regarder l'ascension de William et Victoria depuis les ombres, signifiait accepter la relégation au quart de nuit. Signifiait exister dans une ville où chaque coin de rue contenait un souvenir de ce que j'avais perdu. J'ai pris le dossier et j'ai composé le numéro avant de pouvoir reconsidérer. L'entretien était prévu pour le lendemain matin au bureau de Margaret Harrison au centre-ville. Le hall du bâtiment brillait du marbre qui chuchotait la vieille richesse, et l'ascenseur jusqu'au 42e étage se déplaçait si en douceur que je le sentais à peine. Le bureau de Margaret Harrison ressemblait à s'il avait été sculpté dans un glacier, toutes lignes épurées et bords tranchants. Elle-même correspondait au décor. Cheveux gris acier tirés en un chignon si serré qu'il semblait étirer ses traits. Costume anthracite pressé avec une précision militaire. Miss Carter, a-t-elle dit, sans se lever, me désignant une chaise en face de son bureau en verre. J'ai examiné vos qualifications. 5 ans d'expérience en soins infirmiers, spécialisation en traumatologie, et excellente référence de Helena Générale. Dites-moi pourquoi vous voulez ce poste. J'ai besoin de disparaître, ai-je dit, me surprenant par mon honnêteté. Ma vie ici est devenue intenable. Elle m'a étudié avec des yeux qui ne manquaient rien. Crise personnelle, problèmes financiers, problèmes juridiques. Mon fiancé m'a quitté pour Victoria Peton 3 semaines avant notre mariage. Je n'ai pas de maison, pas d'économie et aucun désir de rester dans la même ville où ils construisent leur empire. Quelque chose a changé dans l'expression de Margaret, si subtile que je l'ai presque manqué. Les Petons. Avez-vous un lien permanent avec cette famille? Juste qu'ils ont détruit ma vie. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a fait glisser un contrat sur le bureau. Monsieur Blackwood exige une discrétion absolue. Pas de visiteurs sur le domaine. Pas d'appel personnel pendant les heures de service. Ne discutez jamais de sa condition ou de sa récupération avec qui que ce soit. Il est brillant, amer, et testera chaque limite que vous avez. Il ne tolère ni la pitié, ni le sentiment, ni la faiblesse. Pouvez-vous gérer cela? J'ai pensé à la dissection clinique de William de notre relation, aux boîtes préétiquetées de sa mère, à Victoria portant les perles de ma grand-mère. Je peux gérer tout ce qui n'implique pas la vie que je viens de perdre. Signez ici. J'ai signé sans lire les petits caractères, sans demander pourquoi les autres infirmières avaient fui, sans remettre en question pourquoi la gestionnaire du domaine d'un milliardaire semblait reconnaître la douleur comme la mienne. Le contrat ressemblait à une porte se fermant sur une vie et s'ouvrant sur une autre. Le lendemain matin, une voiture noire est arrivée à la maison de Dorothy. Elle m'a serré dans ses bras en me disant au revoir, m'a glissé une photo de nous dans la main, et a murmuré, « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Le trajet jusqu'à Westfield Heights a pris 1 heure, serpentant à travers des quartiers où les maisons devenaient progressivement plus grandes jusqu'à ce qu'elles ne soient plus des maisons, mais des domaines, des composés, de petits royaumes derrière des grilles et des murs.
Le domaine Blackwood est apparu comme quelque chose d'un rêve fébrile. Tous les angles de verre et d'acier qui semblaient rejeter la douceur des collines environnantes. Les grilles se sont ouvertes silencieusement, nous admettant dans une allée qui serpentait à travers des jardins si parfaitement entretenus qu'ils semblaient artificiels. Margaret m'a rencontré à l'entrée, son expression ne révélant rien. « Votre suite est dans l'allée ?» a-t-elle dit, me guidant à travers des couloirs où nos pas résonnaient malgré le tapis épais. « Vous aurez de l'intimité, mais restez accessible. Les chambres de Monsieur Blackwood sont directement adjacentes. La suite était plus grande que n'importe quel appartement que j'aurais pu me permettre, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur une vallée qui semblait exister dans un monde différent de celui que j'avais quitté. Un lit king size, un coin salon, une salle de bain avec une baignoire pouvant accueillir 3 personnes. C'était beau, froid, et ressemblait à une prison coûteuse. Margaret m'a tendu une carte clé, un beeper et un dernier avertissement. Il vous testera immédiatement. Ne le prenez pas personnellement. Margaret m'a laissé debout dans ma suite avec ces mots résonnant dans le silence. J'ai posé ma seule valise, le beeper lourd dans ma poche, et je me suis dirigé vers la porte adjacente qui reliait les chambres de Nathaniel Blackwood. La porte en acajou se dressait comme une barrière entre mon ancienne vie et ce qui m'attendait au-delà. J'ai frappé 2 fois, n'ai reçu aucune réponse, et suis entré quand même. Margaret avait été claire sur le fait que l'attente de permission ne faisait pas partie du protocole. La pièce au-delà m'a coupé le souffle. Des fenêtres du sol au plafond dominaient le mur ouest. Le soleil de fin d'après-midi peignait tout d'or. Des meubles modernes noirs et gris créaient des lignes nettes contre la lumière chaude. Des œuvres d'art originales pendaient au mur. J'ai reconnu un Rothko, bien que je ne puisse pas être sûr qu'il soit authentique jusqu'à ce que je me souvienne de qui était cette maison. Tout chuchotait l'argent, mais en dessous se cachait quelque chose d'autre. L'isolement plus grand. Une vie interrompue. Nathaniel Blackwood était assis dans son fauteuil roulant face aux fenêtres, le dos tourné, les épaules rigides sous un coûteux pull noir. Même de dos, sa présence remplissait l'espace d'une attention qui rendait l'air fin. J'ai éclairci ma gorge pour m'annoncer, mais il a parlé sans se retourner. Un autre. Margaret désespère si elle puise dans le fond du baril maintenant. La cruauté désinvolte aurait pu me piquer si je n'avais pas passé la dernière semaine à être systématiquement détruite par des gens en qui j'avais confiance. Au lieu de cela, je me suis avancé dans la pièce, mais pas délibéré sur le parquet. Je suis Linda Carter, votre nouvelle infirmière. Il a fait tourner le fauteuil roulant avec une vitesse surprenante, et j'ai immédiatement compris pourquoi les autres infirmières avaient fui. Nathaniel Blackwood était beau d'une manière dangereuse. Cheveux sombres tombant juste au-delà du conventionnel, yeux gris couleur de tempête d'hiver, pommettes qui appartenaient à des statues classiques. Mais son expression transformait cette beauté en arme. Un mépris pur en émanait. Le genre de dédain qui vient de la douleur transformée en armure. « Dites-moi » a-t-il dit, la voix cultivée et aussi tranchante que du cristal brisé. « Quelle tragédie vous a fait courir à ce poste ? Divorce, mort, ruine financière, ou êtes-vous l'un de ces types nobles qui pensent que s'occuper des brisés remplira le vide dans votre vie vide ? Mon fiancé m'a quitté pour Victoria Peton 3 semaines avant notre mariage. » Les mots sont sortis plats, factuels. Alors oui, je suis ici parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Mais je suis aussi ici parce que j'excelle dans mon travail. Et franchement, Monsieur Blackwood, votre amertume ne m'intimide pas. Quelque chose a vacillé sur ses traits. Surprise, peut-être, ou reconnaissance. Il m'a étudié avec ses yeux gris tempête, et je n'ai pas regardé ailleurs. Victoria Peton, a-t-il répété lentement. La fille de Marcus Peton, la princesse pharmaceutique. La même. Et vous êtes quoi ? Vous cherchez la vengeance ? Vous prévoyez de voler des médicaments ou vous cachez simplement votre humiliation ? Je suis ici pour travailler. Votre état émotionnel n'est pas ma préoccupation à moins qu'il n'affecte vos soins médicaux. Il a ri alors, aigu et sans humour. Par état émotionnel, comme c'est clinique. Ils vous ont appris cette phrase à l'école d'infirmière ? Ou l'avez-vous recueillie auprès de quelque homme qui a décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé ? Les mots auraient dû blesser. Ils auraient peut-être fait si William n'avait pas déjà épuisé ma capacité à cette douleur particulière. Au lieu de cela, j'ai sorti ma tablette pour consulter ses dossiers médicaux. Votre programme de médication indique que vous êtes dû pour les doses du soir dans 1 heure. Je devrais d'abord faire une évaluation complète. Pouls, test d'amplitude de mouvement,
vérification de l'intégrité de la peau. Je refuse. C'est votre droit. Je documenterai votre non-conformité. Vous partez. Ils partent tous. Il a manœuvré son fauteuil roulant plus près. Assez près pour que je puisse voir l'épuisement sous sa colère, la tension musculaire qui parlait d'une douleur constante. 3 jours? C'est mon pari. Vous durerez 3 jours avant de retourner à la vie que vous essayez d'échapper. Votre dernière infirmière a duré 6 jours selon les dossiers. Elle a pleuré le 2e jour. Je ne pleure plus. Ça m'a été retiré récemment. Notre premier examen médical est devenu une bataille de volonté. Il a résisté à chaque évaluation, contesté chaque procédure, remis en question ma compétence avec une terminologie médicale que la plupart des infirmières ne connaîtraient pas. Mais j'avais passé 5 ans en traumatologie, j'avais eu affaire à des médecins qui testaient les infirmières pour le sport. Chaque défi qu'ils lançaient, je le rencontrais avec une précision calme. Votre tension artérielle est élevée, ai-je noté, retirant le brassard. Niveau de douleur non pertinent. Je le documenterai comme sévère alors. Vous n'avez pas le droit de supposer. La souffrance silencieuse est toujours de la souffrance, monsieur Blackwood. Une douleur non traitée entrave la guérison. Il est resté silencieux à cela, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Finalement, alors que je préparais ses médicaments du soir, il a dit, « Tu ne pleures pas encore. » C'est inhabituel. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Le silence du manoir semblait vivant, pressant contre mes oreilles comme de l'eau. Le luxe de ma suite semblait irréel après la modeste chambre d'amis de Dorothy, après l'appartement que j'avais partagé avec William, après chaque petit espace que j'avais habité. À 2 heures du matin, j'ai abandonné le sommeil et j'ai décidé d'explorer, d'apprendre la disposition de cette forteresse de verre que j'appelais maintenant maison. Le couloir de l'aile s'étendait plus longtemps qu'il ne semblait possible. Des portes menant à des pièces où je n'avais pas le droit d'entrer. Mais alors j'ai entendu quelque chose qui ne devrait pas exister. Le bruit d'un effort, de métal contre métal, d'une respiration laborieuse. Le bruit venait d'une porte marquée et privée, mais la vie privée était morte avec mon ancienne vie. Je l'ai ouverte. La salle de sport au-delà était équipée d'appareils de pointe qui appartenaient au centre de réadaptation, pas aux maisons privées. Et là, entre des barres parallèles, se tenait Nathaniel Blackwood, en fait, se tenait debout. Ses bras tremblaient d'effort, la sueur trempant son t-shirt gris. Mais ses jambes soi-disant paralysées, portaient du poids. Il a fait un pas agonisant, puis un autre, son visage tordu de douleur et de détermination féroce. Il m'a senti avant que je ne puisse parler. Sa tête a claqué, et la fureur dans ses yeux était volcanique. « Sors » a-t-il grondé. « Sors maintenant. » Mais j'ai reconnu quelque chose dans cette rage. Le même besoin désespéré de contrôler sa propre histoire que j'avais ressenti en emballant ma vie dans des boîtes, en signant des contrats que je n'avais pas lus, en courant vers ce manoir pour me cacher. Ce n'est pas que je t'ai vu. C'est qu'on m'ait vu du tout. Depuis combien de temps caches-tu ça? J'ai demandé doucement. Pars. Non. Où j'aurai la sécurité pour te faire sortir. Mes dossiers médicaux indiquent une paralysie de T6 vers le bas. Mais vous supportez du poids. Vous faites des pas. Il s'est abaissé dans son fauteuil roulant avec une efficacité habituelle. Poitrine haletante. Mes dossiers médicaux disent ce que je veux qu'ils disent. Pourquoi cacher la guérison? C'est un progrès incroyable. Son rire était amer parce qu'au moment où les gens savent qu'il y a de l'espoir, ils s'attendent à des miracles, une guérison complète. Et quand cela ne se produit pas assez rapidement, quand le progrès stagne ou s'inverse, ils partent. Sa voix a baissé. Tout le monde part. Les mots flottaient entre nous dans cette salle de sport d'avant l'aube. Nathaniel haletait encore de ses exercices secrets pendant que je traitais ce qu'il venait de révéler sur tout le monde qui partait. Je voulais lui dire que je comprenais que l'abandon gravait des plaies qui ne guérissaient jamais complètement. Mais le bruit des moteurs de voitures dans l'allée a brisé le moment. Plusieurs véhicules arrivaient avant 7 heures du matin. L'expression de Nathaniel est passée de vulnérable à granit. Positionnez ma chaise près de la fenêtre, a-t-il commandé. Toute trace de notre connexion antérieure avait disparu. Et vous devez disparaître. Prenez le couloir de service. Par la petite fenêtre de la salle de sport, j'ai aperçu un convoi de berlines noires se dirigeant vers l'entrée principale. Même de loin, j'ai reconnu la plaque d'immatriculation de la première voiture.
PMBB 00001. Mon sang s'est transformé en eau glacée. C'est la voiture de Marcus Peton, ai-je dit. Nathaniel était déjà en train de se transférer dans son fauteuil roulant avec une efficacité habituelle, effaçant toute trace du progrès dont j'avais été témoin. Il est en avance. La réunion n'était pas prévue avant 9 heures. Il m'a regardé vivement. Vous le connaissez. Ma fiancée a volé mon fiancé. Quelque chose de dangereux a vacillé dans les yeux de Nathaniel, mais il n'y avait pas de temps pour l'explorer. La voix de Margaret a crépité dans le système d'interphone de la maison, professionnellement neutre, mais avec un sous-ton d'avertissement. Monsieur Blackwood, vos rendez-vous du matin sont arrivés. Il demande une audience immédiate. Je me suis glissé dans le couloir de service comme instruit, mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. Au lieu de retourner dans ma suite, je me suis positionné là où je pouvais observer la salle de réception principale à travers une fissure dans la porte des domestiques. Ce que j'ai vu a fait vaciller mes genoux. Marcus Peton est entré le premier, sa présence remplissant l'espace comme une force d'occupation. 2 avocats l'accompagnaient, portant des mallettes qui semblaient lourdes d'intentions malveillantes. Son assistant, un jeune homme nerveux, a immédiatement commencé à réarranger les meubles de la pièce comme s'il se préparait pour une prise de contrôle d'entreprise. Puis Victoria a glissé, portant un tailleur crème qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Son parfum m'a atteint même à travers la fissure de la porte, quelque chose de français et d'agressif, mais c'était la dernière personne qui m'avait détruite. William les a suivis, portant un costume Armani que je n'avais jamais vu, tenant une mallette médicale que je reconnaissais trop bien. Il se déplaçait avec une confiance que je n'avais jamais vue au cours de nos 4 années ensemble, comme si la proximité des Petons l'avait transformé en quelqu'un qui appartenait à leur monde. Il jouait un rôle que je ne reconnaissais pas. Ou peut-être était ce qu'il avait toujours été, attendant la bonne scène. Margaret a fait rouler Nathaniel dans la pièce avec une lenteur délibérée. Sa couverture était positionnée pour souligner son impuissance supposée. La transformation était remarquable. L'homme qui avait fait des pas quelques minutes auparavant paraissait maintenant complètement brisé. Épaules voûtées, expression vide. Nathaniel, a grondé Marcus avec une fausse chaleur. Tu as l'air bien. Marcus, la voix de Nathaniel était plate, délibérément faible. C'est inattendu. William s'est avancé, tendant la main avec une sympathie professionnelle qui m'a donné envie de crier. Monsieur Blackwood, je suis le docteur William Morris. Je consulte sur votre cas pour la division médicale Peton. Vos rapports de progrès sont intéressants à lire. À travers la fissure, j'ai regardé Nathaniel serrer la main de William, la même main qui avait autrefois porté ma bague de fiançailles, qui avait tenu la mienne en faisant des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. L'expression de Nathaniel est restée neutre, mais j'ai vu sa main droite se serrer légèrement sous la couverture. Je n'étais pas au courant que mes dossiers médicaux étaient partagés, a dit Nathaniel. Le sourire de William était professionnellement condescendant. La Fondation Peton a un intérêt particulier dans la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Votre cas pourrait aider des milliers de personnes avec les bonnes ressources derrière. Marcus s'est installé dans le fauteuil préféré de Nathaniel sans demander. Un coup de pouvoir qui n'est passé inaperçu de personne. Évitons les formalités. Vous avez une technologie qui pourrait révolutionner le traitement de la moelle épinière. Nous avons l'infrastructure pour la commercialiser. Votre état actuel rend le leadership actif difficile. Mon état n'affecte pas mes droits de propriété intellectuelle, a répondu Nathaniel. Victoria a ri. Un son tintant qui m'a fait grincer des dents. Bien sûr que non. Mais cela affecte votre capacité à développer et à mettre en œuvre. L'offre de papa est généreuse compte tenu. Compte tenu de quoi, a demandé Margaret depuis sa position derrière la chaise de Nathaniel. Compte tenu que le rétablissement de Monsieur Blackwood a stagné, a interrompu William, ouvrant sa mallette médicale pour en sortir des dossiers qui n'auraient pas dû exister. Selon mon évaluation, la paralysie est permanente. La fonction motrice en dessous de T6 ne montre aucun potentiel d'amélioration. Le conseil doit examiner si une personne dans cette condition peut diriger efficacement une entreprise de technologie médicale. Chaque mot était un mensonge. Je venais de regarder Nathaniel marcher. Mes mains tremblaient de rage alors que William continuait son faux témoignage, violant chaque éthique médicale qu'il avait juré de respecter. À travers la fenêtre de service qui reliait à la cuisine, j'ai croisé le regard de Nathaniel juste un instant. Il avait tout entendu. Il savait ce que William faisait. Marcus a sorti des contrats,
les étalant sur la table basse de Nathaniel comme une carte d'invasion. Les termes sont simples. Nous acquérons vos brevets pour 15 millions. Un prix juste compte tenu de votre incapacité à les développer davantage. Vous conservez un poste cérémoniel, bien sûr. Tout le monde gagne. 15 millions pour une technologie valant 10 fois plus. Nathaniel a observé que cela valait autant entre de bonnes mains. Vos mains ne sont malheureusement plus ce qu'elles étaient. Je me suis retiré dans la cuisine, ma formation d'infirmière prenant le dessus. S'il voulait du service, je le fournirais tout en écoutant chaque mot. J'ai préparé du café sur le service en argent, mes mains stables malgré mon cœur battant la chamade. Alors que j'entrais par la porte du personnel, William n'a même pas levé les yeux. J'étais devenu invisible pour lui dès que j'avais cessé d'être utile. « Votre café, monsieur Peton ?» ai-je dit, ma voix soigneusement neutre alors que je servais. Victoria m'a regardé avec dédain, de la manière dont elle regardait les meubles. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai continué à préparer des rafraîchissements tandis que leur conversation devenait plus prédatrice. Les structures offshore sont déjà en place, a mentionné Victoria avec désinvolture. Les comptes des îles Caïmans peuvent recevoir les transferts de brevets dans quelques jours. Et si je refuse, a demandé Nathaniel. Le sourire de Marcus était froid. Alors nous procéderons à l'audience de compétence. Le témoignage du docteur Maurice sur votre incapacité permanente serait assez convaincant. Le conseil n'aura pas d'autre choix que de nommer une direction alternative. Il est trop brisé pour se défendre, a dit Marcus à ses avocats, sans même baisser la voix. Le conseil penchera pour une direction active plutôt qu'un homme qui ne peut même pas se tenir debout. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la cafetière en argent. Ces gens, William inclus, essayaient de voler tout à Nathaniel pendant qu'il était vulnérable. Tout comme il m'avait tout volé. Par la fenêtre de service, j'ai croisé à nouveau le regard de Nathaniel. Cette fois, il a maintenu mon regard délibérément, et j'ai vu la même fureur que je ressentais se refléter dans ses profondeurs grises tempêtes. Le silence qui a suivi la menace de Marcus Peton s'est étiré dans le manoir comme un souffle retenu. Après leur départ, leur parfum et leur cruauté flottant encore dans l'air, Nathaniel a complètement abandonné son acte. Il a propulsé son fauteuil roulant vers son bureau avec une vitesse violente, et je l'ai suivi, regardant la fureur rayonner de ses épaules. « Ils ont amené votre ex-fiancé pour m'évaluer, » a-t-il dit, la voix basse et dangereuse pour mentir sur ma condition. William a toujours été bon pour mentir. Je ne l'ai pas vu jusqu'à trop tard. Nathaniel s'est alors tourné pour me faire face, et quelque chose dans son expression avait changé. Raconte-moi tout sur lui, sur Victoria, sur quand cela a commencé. Je me suis assise en face de lui dans son bureau, le bureau entre nous couvert des contrats que Marcus avait laissés derrière lui comme un défi. William a commencé à changer il y a 2 mois. Des nuits tardives qui n'étaient pas des chirurgies, des conférences de week-end qui n'existaient pas. Je pensais qu'il était stressé par le mariage. 2 mois ago, a répété lentement Nathaniel. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont approché pour la première offre de rachat. Quand j'ai refusé, ils ont dû commencer à planifier des stratégies alternatives, y compris me retirer en tant que témoin gênant des violations éthiques de William. Ils ont orchestré ton abandon pour ouvrir la voie à cela. Ses mains se sont serrées sur les accoudoirs de sa chaise, utilisant ta douleur comme un avantage tactique. Cette nuit-là, alors que j'aidais à ces exercices d'étirement, j'ai brisé toutes les limites professionnelles qui me restaient. Le calendrier correspond parfaitement. William a commencé à les consulter juste au moment où il commençait à se retirer. Chaque dîner qu'il a manqué, chaque excuse qu'il a faite, il le planifiait avec eux. Les mains de Nathaniel se sont immobilisées sur mes poignets où je soutenais la rotation de son bras. William Morris, j'aurais dû faire le lien plus tôt. Il leur a donné mes informations médicales pendant des mois. Ils te pensent faible, ai-je dit. Ils n'ont aucune idée de ce dont tu es capable. Sa réponse fut calme, dangereuse. Alors ils ont oublié qui j'étais et ils n'ont aucune idée de qui tu es. Nous avons passé la semaine suivante à transformer son bureau en une salle de guerre. Margaret a fourni des codes d'accès qu'elle n'était certainement pas censée avoir et nous avons commencé à fouiller les pistes numériques. J'ai trouvé les communications de William avec Victoria datant de 4 mois. Des messages qui précédaient sa proposition de me détruire. Supprimer les obstacles est apparu dans un email daté de 2 semaines avant qu'il n'annule nos fiançailles. Mon départ avait été programmé comme une chirurgie. Nathaniel a découvert des sociétés écrans dans les îles Caïmans, des structures d'entreprises conçues pour cacher le vol de ses brevets.
Mais la découverte la plus accablante fut un email de Marcus à ses avocats. Le génie paralysé est mûr pour la récolte. Son infirmière semble obéissante. Aucune complication attendue. Obéissante, ai-je dit, goûtant le mot comme du poison. Ils n'ont aucune idée, a répondu Nathaniel. Et alors que nos doigts se frôlaient en attrapant le même document, aucun de nous deux ne s'est retiré. 2 semaines avant la réunion du conseil, tout a changé. Lors de notre séance de 4 heures du matin, Nathaniel a fait 20 pas consécutifs sans les barres parallèles, n'utilisant qu'une seule canne. Le triomphe sur son visage a brisé quelque chose en moi, et des larmes sont venues pour la première fois depuis la trahison de William. Pas des larmes de tristesse, mais de joie féroce. Il a attrapé ma main, s'appuyant contre mon épaule. Nous allons les détruire, a-t-il dit. Mais la façon dont son pouce a brossé mes jointures suggérait quelque chose au-delà de la vengeance. Ce matin-là, il a pratiqué la marche dans son costume Tom Ford, celui qui le faisait ressembler à la guerre d'entreprise incarnée. J'ai ajusté sa posture, nos corps assez proches pour que je puisse sentir son parfum. Cédrait quelque chose d'aigu comme la détermination transformée en parfum. Margaret regardait depuis le seuil de la porte, son expression illisible, mais d'une manière ou d'une autre approbatrice. Patricia Coleman est arrivée le lendemain avec 3 associés, transformant la salle à manger en champ de bataille juridique. Elle avait une 60aine d'années, des cheveux argentés et des yeux qui avaient vu des criminels d'entreprise s'effondrer. Son équipe a étalé des documents sur la table comme des plans de bataille, disséquant chaque vulnérabilité dans l'attaque des petons. Dr Morris a violé la HIPAA au minimum 6 fois, a noté Patricia, en surlignant des passages. Les mouvements boursiers de Victoria constituent un délit d'initié. Et Marcus. Cette tentative de vol est si flagrante qu'elle est presque insultante. Pouvons-nous prouver l'intention? J'ai demandé. Patricia a souri comme un requin dans le sang. Avec ce que vous avez rassemblé, je pourrais prouver l'intention, la conspiration et la tentative de meurtre d'entreprise. Métaphoriquement parlant, lorsqu'elle a posé des questions sur ma relation avec l'affaire, Nathaniel a répondu avant que je ne le puisse. Elle est ma partenaire dans cette affaire. Le mot partenaire flottait dans l'air avec de multiples significations. Patricia nous a étudiés tous les deux, puis a hoché la tête. Bon front uni. Ils ne s'y attendront pas. Nous avons passé des jours à répéter la confrontation. Nathaniel a pratiqué son entrée en salle de conseil à plusieurs reprises, chaque tentative plus forte. Je jouais différents membres du conseil, lançant des objections qu'il contrariait avec une précision chirurgicale. Il a mémorisé chaque statut juridique fourni par Patricia, pratiqué la révélation des preuves en séquence pour un impact maximal. Lors de la 10e répétition, il a légèrement trébuché. Je l'ai rattrapé instinctivement, nos visages soudainement assez proches pour partager un souffle. « Tu ne seras pas là pour me rattraper lors de la réunion réelle » a-t-il dit doucement. « Oui, je le serai » ai-je répondu, et nous avons tous deux compris que je voulais dire plus qu'un soutien physique. La nuit avant la réunion du conseil, le sommeil était impossible. J'ai erré dans les couloirs du manoir comme un fantôme, finissant par trouver la porte de la terrasse privée de Nathaniel ouverte. Il se tenait au garde-corps, regardant en fait les lumières de la ville qui, demain, pourrait être témoin de sa résurrection ou de sa destruction. « Tu devrais te reposer, ai-je dit. Toi aussi. » Je l'ai rejoint au garde-corps, la ville s'étalant en dessous de nous comme un circuit imprimé. « Es-tu prêt? » Je suis prêt depuis le jour où ils ont supposé que j'étais fini. Il s'est tourné vers moi. La vraie question est, es-tu prête à lui faire face, William? Demain je le reverrai, je le regarderai mentir à nouveau, mais cette fois, ce ne serait pas moi qui serais détruite. Je suis prête. Dis-moi quelque chose, a dit Nathaniel. Pourquoi n'es-tu pas parti quand tu m'as vu marcher cette première nuit? Parce que j'ai reconnu le regard dans tes yeux. Le même que j'avais en emballant ma vie dans des boîtes. Nous cachions tous les deux notre capacité, faisant semblant d'être brisés pour que personne n'attende rien de nous. Et maintenant nous arrêtons de faire semblant. Il a étudié mon visage à la lumière de la terrasse. Après-demain, les choses seront différentes. Tout est déjà différent. Il m'a parlé de l'accident, puis des mois de ténèbres avant mon arrivée, comment mon refus de le plaindre avait sauvé quelque chose qu'il pensait mort. Je lui ai parlé de l'aide sociale, de la construction de murs que Dorothy avait lentement démantelés, de la pensée que William était ma chance d'appartenir quelque part. Tu appartiens ici, a-t-il dit simplement. Quand il m'a embrassé,
ce n'était pas passionné ou désespéré. C'était délibéré, calculé, comme tout le reste que nous avions prévu. Ça sentait la rédemption et la vengeance mêlées en quelque chose de complètement nouveau. Demain, nous entrerions dans cette salle du conseil et détruirions les gens qui avaient essayé de nous détruire. Mais ce soir, sur cette terrasse surplombant la ville endormie, nous n'étions que 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les décombres. L'air du matin à l'extérieur du siège de Blackwood Industries était électrique sur ma peau alors que nous sortions de la voiture. Nathaniel s'est arrêté à l'entrée du bâtiment, ajustant son costume Tom Ford. Une dernière fois. Sa canne en acajou poli avec une poignée en argent n'était plus un accessoire. C'était une arme et il la maniait comme telle. Prête ? J'ai demandé, tenant son dossier de preuve. Je suis prête depuis des mois, a-t-il répondu, puis m'a regardé directement. Reste prêt. Je veux qu'il te voie. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage a duré des secondes qui ont semblé des heures. Les autres passagers se sont écartés instinctivement, sentant quelque chose de prédateur dans la démarche de Nathaniel. Lorsque les portes se sont ouvertes à l'étage exécutif, les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés. On lui avait dit que Nathaniel Blackwood arriverait en fauteuil roulant, assisté, diminué. Au lieu de cela, il a traversé son bureau d'un pas mesuré, chaque placement de sa canne sur le marbre résonnant dans le couloir comme un compte à rebours. Les portes de la salle du conseil étaient déjà ouvertes. À l'intérieur, 12 membres du conseil étaient assis autour de la grande table ovale, Marcus Petton occupant ce qui aurait dû être le siège de Nathaniel. Victoria était perchée à côté de lui dans un bleu nuit, des diamants à sa gorge. William était assis à sa gauche. Des dossiers médicaux étalés devant lui comme des accessoires dans une pièce qu'il ne savait pas terminer. Le soupir collectif lorsque Nathaniel a franchi ses portes était audible. Le visage de Marcus Petton s'est décoloré si rapidement que j'ai pensé qu'il allait s'évanouir. La composure parfaite de Victoria s'est fissurée. Sa main volant à sa gorge. Mais c'est la réaction de William qui a nourri mon âme. Il a effectivement commencé à se lever comme pour courir avant que ses jambes ne le lâchent et qu'il ne s'effondre dans sa chaise. Nathaniel a traversé la pièce avec une précision délibérée, sa canne frappant le marbre au rythme de mon cœur. Il ne s'est pas précipité, ne s'est pas pressé. Il les a laissés assimiler chaque pas, chaque mouvement impossible de son corps soi-disant paralysé. Quand il a atteint la position de président, sa position, il est resté debout. « Messieurs, mesdames », a-t-il dit, la voix portant une autorité parfaite, je crois qu'il y a eu un malentendu concernant ma capacité. La façon dont il a souligné capacité en regardant directement William a fait rétrécir mon ex-fiancé dans son coûteux costume. J'ai pris ma position à côté de Nathaniel, posant le portfolio sur la table avec un poids délibéré. « Tu marches », a finalement réussi Marcus, la voix étranglée. Observation astucieuse, a répondu Nathaniel, s'asseyant dans sa chaise avec une grâce contrôlée. Bien que, selon l'évaluation médicale du docteur Morris, cela devrait être impossible. N'est-ce pas, docteur ? La bouche de William s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui se noie dans l'air. Les rapports, votre paralysie a été documentée par vous, a interrompu Nathaniel, basé sur des informations médicales confidentielles que vous n'avez jamais été autorisé à accéder, encore moins à partager avec des parties externes. Il a ouvert le portfolio, en sortant le premier jeu de documents. Devrions-nous discuter de vos communications avec Miss Petton ? Ces emails datent de 4 mois. Intéressant comment ils précèdent votre consultation officielle de 2 mois. J'ai regardé le visage de Victoria alors que Nathaniel lisait des passages choisis à voix haute. Sa romance avec William, leur plan pour éliminer les obstacles, le calendrier qui prouvait que mon abandon avait été orchestré. Chaque mot a dépouillé son vernis jusqu'à ce que seule la panique subsiste. Cela ne prouve rien, a balbutié Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Non, Nathaniel a sorti plus de documents. Alors discutons des sociétés écrans enregistrées dans les îles Caïmans, préparées pour recevoir mes transferts de brevets. Ou peut-être devrions-nous revoir les mouvements boursiers qui coïncidaient accidentellement avec les faux rapports médicaux du docteur Morris. Patricia Coleman s'est levée alors, sa présence commandant l'attention. Ce que M. Blackwood présente constitue la preuve d'une conspiration, d'espionnage d'entreprise, de violation de la HIPAA, de délit d'initié et de tentative de vol de propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas prouver l'intention, a dit Marcus désespérément. Nathaniel a souri, froid et vif. En fait, je le peux. Il a sorti une tablette, tapotant l'écran.
La voix de Marcus a rempli la pièce depuis les haut-parleurs. Il est trop brisé pour se défendre. Le conseil penchera pour une direction active. Le génie paralysé est mûr pour la récolte. L'enregistrement a continué, capturant toutes leurs conversations de ce matin-là dans le manoir. Chaque mot accablant préservé par le système de sécurité qu'ils avaient rejeté comme un autre signe de paranoïa de Nathaniel. Enregistrement sans consentement est illégal, a dit Victoria, la voix tremblante. Pas chez moi, a répondu Nathaniel avec douceur. Et pas quand cela capture une conspiration en vue de commettre une fraude. C'était mon moment. William évitait mes yeux. Mais maintenant, il a levé les yeux, désespéré, essayant de former des mots qui pourraient sauver quelque chose. Linda, tu ne comprends pas toute l'image. Je me suis levé lentement, posant mes mains à plat sur la table, sentant le bois frais sous mes paumes. Je comprends parfaitement. Vous avez violé votre serment médical, trahi la confidentialité de vos patients, et détruit notre relation pour grimper au lit avec les petons. La respiration courte de Victoria a confirmé ce que je suspectais. Ils n'étaient pas seulement des partenaires professionnels. Professionnellement et littéralement, semble-t-il, j'ai continué, ma voix stable malgré le feu dans ma poitrine. Vous m'avez échangé contre une alliance qui est maintenant sans valeur. Comment vous sentez-vous d'être celui qui a été abandonné? Les membres du conseil se sont déplacés inconfortablement. Plusieurs murmuraient déjà entre eux, se distançant du navire qui coulait des petons. C'est ridicule, Marcus s'est levé, sa chaise raclant le sol. Nous partons. Asseyez-vous, a commandé Nathaniel, et l'autorité dans sa voix était absolue. Patricia. Patricia Coleman s'est avancée, sa mallette s'ouvrant avec un clic qui ressemblait à un piège qui se déclenche. Monsieur Peton, vous avez deux options. Option 1, retrait immédiat de toutes les réclamations sur Blackwood Industries, accord signé interdisant tout contact futur avec Monsieur Blackwood ou ses sociétés, et votre démission du conseil de l'hôpital. Option 2, nous procédons à des poursuites pénales. Poursuites pénales. La voix de William s'est craquée. Espionnage d'entreprise, violation de la HIPAA, tentative de vol de propriété intellectuelle, délit d'initié, a énuméré Patricia calmement. Le FBI de la division des crimes en col blanc a déjà été informé en attendant l'issue de cette réunion. Vous n'oseriez pas, a dit Victoria, mais sa voix était creuse. Je le ferai, a répondu Nathaniel. À moins que vous ne signiez ces documents maintenant. La salle du conseil est devenue silencieuse à l'exception du froissement des stylos sur le papier. Un par un, ils ont signé. La main de Marcus tremblait de rage. Les doigts parfaitement manucurés de Victoria tremblaient. William signant son nom comme s'il signait son propre certificat de décès. Alors qu'il sortait, brisé et vaincu, William s'est attardé à la porte. Ce n'est pas fini, a-t-il dit doucement, essayant d'avoir l'air menaçant, mais n'obtenant que du désespoir. J'ai rencontré son regard une dernière fois. Oui, c'est le cas. Tu l'as terminé il y a 3 semaines. Je te rends l'appareil. La porte de la salle du conseil s'est fermée derrière William avec un doux clic, laissant Nathaniel et moi seuls avec les membres du conseil qui siégeaient dans un silence stupéfait. Les conséquences de la destruction donnent souvent l'impression d'être vides, mais cela ressemblait à respirer de l'air pur après des années de suffocation. Nathaniel est resté assis, sa main trouvant la mienne sous la table, les doigts s'entrelaçant avec une certitude tranquille. Messieurs, mesdames, s'est-il adressé aux membres restants du conseil. Je crois que nous avons une entreprise à reconstruire. Le vote pour rétablir son autorité totale fut unanime. Personne ne voulait être associé au coup manqué des petons. Alors que les membres du conseil sortaient, murmurant des excuses et des assurances de soutien, l'avocate de Nathaniel, Patricia Coleman, s'est approchée de nous avec un sourire satisfait. Les actifs des petons sont déjà gelés en attendant l'enquête, a-t-elle dit. William Morris ne pratiquera plus la médecine dans cet état. Peut-être nulle part ailleurs. Les mots auraient dû apporter la satisfaction, mais je n'ai ressenti qu'un étrange vide où ma colère avait vécu. Nathaniel a semblé le sentir, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Viens avec moi, a-t-il dit une fois Patricia partie. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Son bureau donnait sur toute la ville, du sol au plafond, révélant une vue qui donnait l'impression que le monde était conquérissable. Mais ce n'était pas la vue qu'il voulait me montrer. De son tiroir de bureau, il a sorti des plans architecturaux, les étalant sur la surface où nous avions détruit nos ennemis il y a quelques minutes. L'aile du domaine, a-t-il dit, pointant les plans.
12 000 pieds carrés actuellement inutilisés. Je veux le transformer en quelque chose qui compte. Les plans montraient un centre de réadaptation, des équipements de pointe, des salles de traitement, des piscines thérapeutiques. Mais c'est le nom en haut qui m'a coupé le souffle. Le centre de réadaptation Blackwood Carter. Ta technologie de stimulation de la moelle épinière, ai-je murmuré, la compréhension me submergeant. Tu veux la rendre disponible aux patients qui ne peuvent pas se permettre un traitement traditionnel. Je veux la rendre accessible à tous, a-t-il corrigé. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour diriger le site clinique. Quelqu'un qui comprend que la guérison n'est pas seulement une question de corps, mais de refuser de laisser les circonstances vous définir. Il a fait glisser une boîte en velours sur le bureau. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant, m'attendant à des bijoux, trouvant à la place une simple clé en argent. Partenariat complet, a-t-il dit. Participation au capital. Ton nom sur la porte à côté du mien. Tu diriges les opérations cliniques pendant que je m'occupe du développement technologique. Nathaniel, je ne suis pas qualifié pour ça. Je ne suis qu'une infirmière. Tu es la seule qui m'ait vu quand j'étais invisible. Il m'a interrompu, la voix féroce. Tu es resté quand tout le monde serait parti. Tu as compris ce dont j'avais besoin quand je ne le savais même pas moi-même. C'est tout ce que j'ai besoin comme qualification. La clé pesait rien dans ma paume, mais elle ressemblait à tenir tout mon avenir. Pas l'avenir que j'avais planifié avec William, sûr et prévisible, mais quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer. Oui, ai-je dit, et son sourire a transformé tout son visage. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de construction, d'embauche, d'équipement, d'installation. Le centre a pris forme comme un rêve devenu solide. Chaque pièce conçue pour la dignité, l'espoir, la guérison. Dorothy Martinez avait été ma première employée, apportant ses décennies d'expérience pour diriger notre programme de plaidoyer auprès des patients. Elle avait pleuré quand je lui avais offert le poste, disant qu'elle savait toujours que j'étais destiné à quelque chose d'extraordinaire. La cérémonie d'inauguration a attiré des professionnels de la santé de tout le pays. Je me tenais à côté de Nathaniel, qui marchait maintenant avec seulement une légère boiterie, les ciseaux près au-dessus du ruban argenté. La foule comprenait des journalistes, des médecins, des donateurs potentiels, mais mes yeux ont trouvé Dorothy au premier rang, rayonnante de fierté. Le centre de réadaptation Blackwood Carter représente plus que l'innovation médicale, a dit Nathaniel à la foule. Il représente la conviction que nos pires moments ne nous définissent pas. Que de la destruction, nous pouvons construire quelque chose de beau. Sa main a trouvé la mienne alors que nous coupions le ruban ensemble. Les applaudissements étaient tonitruants, mais je les entendais à peine. Le journal de ce matin-là était sur mon bureau. L'annonce du mariage de William et Victoria était glissée dans les pages de Société. Une petite affaire précipitée dans un tribunal. L'article mentionnait qu'après que la fortune des Petons se soit évaporée en frais juridiques et actifs gelés. Victoria avait appris trop tard que la loyauté de William était toujours négociable, toujours vendue au plus offrant. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni colère, juste une légère pitié pour Victoria, qui avait cru faire une meilleure affaire. Tu es devenu qui tu étais censé être, a murmuré Dorothy quand elle m'a serré dans ses bras après mon discours. Et je l'ai cru. Notre premier patient est arrivé cet après-midi-là, une jeune femme de 22 ans victime d'un accident de moto nommé Jem. En regardant Nathaniel travailler avec elle, expliquant la technologie qu'il avait développée, lui montrant les futurs possibles, j'ai vu l'homme qu'il était avant son accident. Brillant, passionné, changeant des vies avec son esprit et sa détermination. 3 semaines plus tard, lors d'une promenade au coucher du soleil le long de la plage privée sous le domaine, Nathaniel s'est arrêté là où les vagues rencontraient le sable. L'air d'octobre était frais. L'automne peignant le ciel de teintes d'ambre et de rose. Il a sorti une petite boîte de sa poche et mon cœur a raté un battement. Je ne te demande pas de m'épouser parce que j'ai besoin de toi, a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une simple bague en saphir. Rien à voir avec l'héritage de la grand-mère de William qui avait ressemblé à des chaînes. Je te le demande parce que j'ai appris que la meilleure revanche contre ceux qui ont essayé de nous briser est de construire quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, jamais toucher, jamais être. Construis-le avec moi, Linda. Pas par désespoir ou par commodité, mais par choix. J'ai pris la bague moi-même, la glissant sur mon doigt où elle s'ajustait parfaitement. Quand je l'ai embrassée, l'océan a été notre seul témoin. Les vagues effaçant nos empreintes alors que nous rentrions, ne laissant aucune trace de là où nous étions allés, seulement où nous allions.
Un mois plus tard, debout dans notre centre, j'ai regardé Nathaniel aider Jem à faire ses premiers pas sans assistance. Ses parents pleuraient ouvertement, sa jeune sœur enregistrant tout sur son téléphone. C'était ce que nous avions construit à partir de notre destruction mutuelle. Pas seulement un centre de réadaptation, mais un endroit où les gens brisés pouvaient découvrir qu'ils n'étaient jamais vraiment brisés. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. L'aperçu montrait le nom de William, des mots sur des erreurs, et un désir de parler. Je l'ai supprimé sans lire le reste, puis j'ai pris la main de Nathaniel alors que notre prochain patient arrivait. Nous avions tous les deux été détruits par des gens qui nous pensaient jetables. William m'avait jeté pour une meilleure opportunité. Les petons avaient essayé d'enterrer Nathaniel alors qu'il respirait encore. Mais de ces décombres, nous avions construit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu atteindre intact. Un amour né de la vengeance, mais transformé en but, en guérison, en quelque chose qui nous appartenait uniquement.